début juin 1940, l'armée allemande progresse en France, une poussée qui s'accentue grandement après de nombreux affrontements dans la Somme. Une ligne de front se forme début juin sur la Bresle, et les derniers combats font rage près de la frontière séno-marine. Le 8, l'ensemble des troupes alliées sont alors dans le pays de Bray, soumis à la pression des Allemands. Les états-majors britanniques et français se partagent le terrain. Le 8, les troupes alliées affluent en masse pour traverser la Béthune, comme nous l'avons déjà mentionné dans un précédent reportage. D'autres plus exposés sont au sud de Neuchâtel, dans le secteur de Forges, au plus près du front qui, petit à petit, se resserre vers le nord. La 51e Highland Division est en arrière-garde, protégée par l'enclume française. Le 7 au soir, la mission des militaires français est donnée par les commandants des 2 divisions légères de cavalerie. Il faudra tenir le 8, une ligne défensive entre Neuchâtel et Saint-Saëns. Le carrefour des Haillons sera un point de pivot vers la forêt d'Éoui. La brigade du général de Colstoun, avec le 11e régiment de cuirassiers et le 12e régiment de chasseurs, tiendra entre Neuchâtel et les Haillons. Celle du colonel Évin, composée du 5e régiment d'automitrailleuses et du 15e régiment de dragons portés, tiendra entre les Haillons et Saint-Saëns. Tout ne se déroule pas comme prévu, et, le 8 au petit matin, Rommel lance plusieurs attaques. La première, sur Landelle, où sont réparties plusieurs brigades de la 1re division blindée britannique sous les ordres du général Crocker. Des motocyclistes allemands parviennent à peine à Sigy-en-Bray que le major Ferguson, qui faisait le guet dans l'église, les voyant arriver d'Argueil, fait sauter le dernier pont près de la gare. L'ennemi parvient malgré tout à trouver un guet à 400 mètres au sud, au niveau du pont de chemin de fer. Sous un mètre d'eau, se servant des débris du pont et de saules abattus, les Allemands font traverser les panzers. Ils prennent pied sur la rive gauche de Landelle, où sont, on l'a vu, les Britanniques. Quelque temps plus tard, une reconnaissance rapporte qu'un pont non détruit a été découvert en direction de Normanville. La division de Crocker menacée d'encerclement se bat jusqu'à ne plus pouvoir tenir, mais doit renoncer à Landelle et se replier vers la Seine. Débordée par l'ouest, à Sigy-en-Bray, elle abandonne le terrain à 14 heures, laissant derrière elle de nombreux morts et plus de 100 prisonniers. Ni les chars de la 1re division blindée, armés uniquement de mitrailleuses, ou au mieux de canons de 2 livres, ni la division Baumann, armée uniquement de fusils, ne purent longtemps contenir une telle attaque. Un peu plus au nord, les chars de la 5e Panzer Division et les véhicules de la 2e division motorisée allemande progressent. Dans une cohue incessante de convois militaires désordonnés et de civils apeurés, ils parviennent à se frayer un chemin dans l'arrière-pays de Bray. C'est ainsi que le 8 toujours, les Allemands rusent. Après un violent combat avec les Français devant Forges, les Allemands parviennent à capturer des chars abandonnés. C'est ainsi que le 8 au matin, sans éveiller aucun soupçon, et après le refus des civils de bloquer des routes à Forges, on laisse passer les chars français. Ils se servent de ces prises de guerre pour percer les lignes franco-britanniques et prennent par l'arrière les troupes positionnées à Serqueux. Cette attaque par la ruse, combinée à une attaque de face des Allemands sur le front de Forges, malgré un soutien acharné de la 1re division blindée britannique, écrase la résistance qui parvint tout de même après une contre-attaque à reprendre Serqueux, mais doit finalement l'abandonner de nouveau et battre en retraite. Progressivement, ils furent submergés et repoussés, et leur position fut percée en de nombreux endroits. Pendant ce temps, plus au nord, Neuchâtel est en flammes, et les patrouilles blindées ennemies avaient atteint Matonville et progressaient vers la route de Neuchâtel. Au pont de Sommery, le lieutenant Castelot rassemble 30 hommes et se replie sur Saint-Saëns. Le 8 juin également, lors de cette attaque de blindés allemands, le capitaine Charles Dabadie d'Arrast, aux commandes de son avion Morane-Saulnier 406, survole les lignes ennemies, il les harcèle, les observe, et vers 9 heures, il est touché par des tirs. Malgré toute tentative, il ne parvient pas à contrer, et il chute à toute vitesse puis s'écrase violemment à Saumon-la-Poterie. Il est tué sur le coup à l'âge de 32 ans. La veille, c'était le capitaine de Poilloux de Saint-Mars qui s'écrasait à Aussé.
au sud de Forges, dans les mêmes circonstances. C'est ainsi que se déroulèrent les prémices de la bataille de Roquemont. En effet, dans la nuit du 8 au 9, vers 3 heures du matin, un agriculteur du nom de Levasseur, habitant du hameau de Beaumont, appartenant à Roquemont, aperçoit devant sa maison des soldats français longer les haies de ses prairies. On ne sait pas dire combien ils sont, ni de quelle unité ils proviennent, mais il semblerait qu'il s'agisse d'égarés des bataillons alpins dont nous parlions précédemment. Cet agriculteur, Marius Levasseur, observe ces soldats qui, en déroute, tentent de se frayer un chemin dans la végétation. Ils progressent dans un grondement qui terrorise, qui secoue et perce la nuit, entre des saccades lointaines d'armes automatiques, d'obus et d'avions qui surgissent telle la foudre. En fin de journée, on savait qu'un train avait été mitraillé à Estouteville et Cales, et on savait aussi qu'un convoi français, trop vulnérable, avait été pilonné. On préférait progresser de nuit, à travers les fermes et entre les vergers en fleurs. Les Français savaient par les villageois que les Allemands étaient à Neuf-Bosques, à Monterolier et à Buchy. Le grincement des chenilles se faisait entendre. Pourtant, une compagnie d'environ 250 Britanniques en majorité composée d'Écossais se trouve là, dans les bosquets de Beaumont. Un mélange hétéroclite de soldats perdus et égarés, cherchant les ordres du peu d'officiers qui se trouvaient là, avec eux. C'est à 8h30 le 9 juin 1940 que la première menace apparaît, d'abord contre les Français qui se trouvent là, entre les pommiers, et qui constituent un défilé permanent depuis le milieu de la nuit. Quelques chars allemands avancent dans la plaine de Roquemont en reconnaissance. Ils repèrent un groupe de fantassins français à pied, les premières rafales en abattent 5, alors que les camarades ripostent et se mettent à couvert. Ils se battent héroïquement, âprement, jusqu'au dernier souffle, avant de tomber sous les balles. 2 d'entre eux s'écroulent avant d'avoir pu rejoindre la route de Neuchâtel. Les 3 autres, un adjudant et 2 soldats, sont frappés près d'un bouquet d'épines. L'adjudant Bernard Charles disait à sa mère quelques jours avant dans une lettre « Je ne me rendrai jamais, quoi qu'il arrive, je lutterai jusqu'à la dernière cartouche ». Il avait magnifiquement tenu sa promesse, et la médaille militaire lui fut attribuée à titre posthume. Un autre soldat français fut abattu, seul, dans un champ d'avoine. D'ailleurs, son corps ne sera retrouvé qu'à la moisson, en état de décomposition. Un dernier, repoussé par l'offensive des Allemands, se réfugiera quelques jours dans une maison du centre de Roquemont. Caché, habillé et nourri par un charitable agriculteur, il rejoindra la Savoie, pays natal de ces chasseurs alpins. Alors que la jonction entre les Français et les Britanniques se faisait calmement au matin, cet accrochage vint renforcer la position de défense des troupes. Un officier écossais ordonne à la compagnie hétéroclite de défendre Beaumont coûte que coûte, et c'est ce qu'ils feront durant la journée. Le curé de Criteau, qui a raconté cet événement, dira que la matinée fut triste et longue. Les Britanniques se positionnent, et ils disent « Tant que nous serons là, les Boches ne passeront pas. » Ils sont fermement décidés à lutter jusqu'au bout. Au même moment, un mouchard allemand signale des troupes anglaises entre Saint-Martin et Saint-Saëns. Les batteries allemandes ouvrent le feu sur la vallée de la Varenne. Les Anglais, ils campaient dans la cour, ils étaient là en attente, en repos, je sais pas, je pense. Et ils avaient tous les camions armés qui étaient dans le chemin, là, après le pont, quand vous allez sur Saint-Champ, il y avait un chemin là, qui était à côté du pont. Tous les camions étaient là, et les Allemands ils ont bombardé à cette époque-là. Et ils ont brûlé tous les camions qui étaient là. Je ne sais pas si c'est les bombes qu'ils avaient fait brûler ou si c'est les Anglais qui ont brûlé leurs camions pour pas encore. Oui, ils campaient dans les arbres, où c'est qu'on avait les bêtes, quoi. Et puis on leur fournissait du lait. Ah, on pas resté longtemps parce que les Allemands sont arrivés. On a été bombardés, hein. On a eu pas par les Allemands, hein. On a été bombardés, on a eu 2 bêtes tuées par les éclats de bombe, quoi.
Bah, ils bombardaient les camions qui étaient. Il y avait des camions un peu tout le long de la route jusqu'à 500, hein, du productif. Jusqu'à 500, quoi. On avait des bombes quand même qui tombaient à 50 mètres de nous. On avait des éclats qui nous passaient par-dessus la tête. Hein. Par contre, il y a eu une maison, c'est qu'il y avait eu des éclats dans les volets qui étaient presque à côté de l'autre. Les habitants de Beaumont n'étaient pas partis devant l'horreur qui s'approchait. Avaient-ils entendu les paroles des civils les plus téméraires ? « Partez si vous voulez », leur dit un courageux. « Moi, je reste avec ma famille. Mourir pour mourir, je préfère être tué chez moi. » Ces belles paroles sauvèrent de la ruine et du pillage presque tous les habitants qui demeurèrent chez eux. Le matin, comme les Leroy et les Levasseur, on trait quand même les vaches, la gorge nouée, puis l'on mange un peu, mais ça ne passe pas. On a la gorge serrée par une affreuse angoisse. Il fut impossible de fermer l'œil, disait un témoin au curé de Criteau. Et c'est là que les choses vont se compliquer pour les Britanniques. On ne saura que bien plus tard, grâce au témoignage de Michel Leroy, que les Allemands procédaient à des reconnaissances dans les lignes ennemies. De la fenêtre du manoir de Beaumont, on voit un soldat couper les barbelés. Mais qui est-il ? Que vient-il faire ? À la mi-journée, peu après l'heure du repas, les Britanniques repèrent un convoi militaire allemand qui arrive bruyamment de Buchy. Il se dirige sur la route vers Saint-Saëns. Une trentaine de véhicules, peut-être plus, progressent dans la vallée en bas du hameau. Aussitôt, et menés par une envie irrépressible de ne pas se laisser encercler, les Écossais en avant-poste ouvrent le feu sur la colonne. Rapidement, les véhicules ennemis, surpris par le déluge infernal d'une fusillade nourrie, se trouvent désorganisés. Ils entrent dans un herbage et se positionnent derrière des pommiers dans un grand verger. Ce grand verger, qui n'existe plus aujourd'hui, faisait face à la ferme du Colombier, qui n'était ni plus ni moins que la ferme des Leroy à l'époque. Les Allemands y prennent position et ripostent contre les Britanniques qui se trouvent derrière et à l'entrée de la propriété. Le Colombier faisait face au manoir de Beaumont. Détruit par une tempête après-guerre, il n'en subsiste plus trace que dans les mémoires. Donc il y avait ce Colombier qui devait être là. Je crois qu'il était là. Il était là. Et entre la maison et le Colombier ou la mare, il y avait un puits qui a été où les Allemands, avant de partir, ont mis des vaches mortes pour condamner le puits. Les civils qui avaient entendu la troupe d'Écossais arriver au son d'une cornemuse et voyant les combats s'intensifier dans la ferme, se réfugient dans la cave. Les Alliés se frayent un chemin et forment tant bien que mal une ligne de front. Alors qu'un Allemand est tué au pied du parc à vaches, Michel se rend bien vite compte que cela les met en rage. Les Allemands se replient dans le verger devant la ténacité des Britanniques, et c'est à cet instant précis qu'un officier écossais, canne à la main, emmène ses hommes dans une lutte acharnée pour repousser l'ennemi. Il s'écrie en anglais au milieu de la ferme « I am in charge of defending Beaumont. As long as we are there, they will not pass. » Les Écossais progressent si vite face à la ferme du Colombier qu'un officier allemand envoie un motocycliste chercher du renfort. Mais lorsqu'il revient vers ses hommes, il est fauché par une balle britannique qui le laisse pour mort. L'est aussi l'officier écossais qui, toujours canne à la main, est atteint par une balle. Il s'écroule, mort en héros. Cet officier écossais s'appelait Thomas Henry Wood. Il appartenait au 2nd Battalion of the Queen's Own Cameron Highlanders. Il avait 39 ans. Et c'était surtout la ligne d'arbre que vous voyez, c'était une grande étrait. Et c'était vraiment le centre des combats, parce que quand ils étaient dangereux pour la plaine, donc on les a fait abattre. Mais les bûcherons ont dit que c'était plein d'éclats d'obus, mais d'une manière incroyable. L'affrontement continue et les Britanniques progressent dans les deux herbages qui font dos au manoir. Désormais couchés sous les blindés allemands, ils tirent dans le tas. Nombre d'ennemis tombent derrière les pommiers.
et alors qu'on allait emporter Beaumont tout entier aux mains de l'envahisseur. Un bruit infernal de ferraille se fait entendre depuis la route. Ce sont des blindés ennemis arrivés en renfort. Et alors donc tout ça, c'était planté d'arbres, c'était un verger. Et là, c'est là où il y a eu les combats les plus violents. En effet, la violence des combats est telle que plusieurs Britanniques tombent dans les charges menées contre l'ennemi. Partout, les Allemands détalent comme des lièvres, en hurlant comme des sauvages. Malgré cela, la bataille change de face et les obus pleuvent sur le village et allument des brasiers. Ça y est, les civils se trouvent mêlés dans la bataille, les balles traversent les murs derrière lesquels on s'abrite. Une fillette et un garçon de 12 ans sont touchés par des tirs, blessés. On appelle le curé de Criteau, l'abbé Tessonnière pour les soigner. Il soignera en même temps un soldat anglais qu'on apporte en vitesse, caché. Il sera protégé par les habitants qui sont désormais plus courageux les uns que les autres. À mesure que les Britanniques gagnent du terrain, les munitions s'amenuisent et les hommes s'écroulent, touchés à mort ou blessés. On passe alors en ligne défensive face au lieu-dit du Petit Parc et face à la plaine de Beaumont. On est désormais à 10 contre 1 et la reddition forcée approche à grands pas. Cela fait déjà 3 heures que les Écossais continuent la lutte et ne lâchent rien. Mais désormais la bataille se fait trop rude. Ils sont alors obligés de battre en retraite. Beaucoup de corps sans vie jonchent le sol, et parmi eux, 150 blessés et de nombreux prisonniers qu'on doit abandonner pour se replier le plus vite possible. Parfois débordés, on ne peut que se cacher. Ce sera le cas de 10 Écossais. Ces 10 Écossais vont vivre l'horreur. Et ce que nous raconte le seul témoin, Michel, est glaçant. On l'avait vu lui et sa famille toujours cachés dans la cave à l'abri des combats. Mais maintenant, les Allemands ratissent la ferme à la recherche de soldats embusqués. Il raconte. Ils nous font sortir pour nous aligner le long du pignon de la maison. À cet instant, nous apercevons des soldats écossais qui s'étaient cachés dans la porcherie de la grange. Ils les délogent et les contraignent sous la menace à déposer leurs armes. Mains en l'air, ils se rendent et sont dirigés vers la maison de mes parents, où ils doivent s'aligner de chaque côté du perron. Voilà, c'est là, c'est pas grand. Hein. Effectivement. Avec des cochons dedans. Forcés à rendre leurs armes, le spectacle est désolant. On peut imaginer un mélange de rage et de peur les envahir, après tant de violence et de sacrifices. Pendant que 2 mitrailleuses sont mises en batterie, les Boches viennent chercher mon père et notre charretier pour les aligner à la suite des soldats alliés le long de l'avancée de la maison. Ils sont sauvés par le passage d'un officier allemand qui leur intime l'ordre d'enlever les civils. Mon père et son commis nous rejoignent et aussitôt les mitrailleuses entrent en action sous le commandement de 2 Boches hilars. Ils ont tiré un peu plus de 200 balles. Nous les avons comptées lorsque nous avons ramassé les douilles plus tard. Les prisonniers étaient horriblement mutilés, ce qui s'explique par le nombre de projectiles qu'ils avaient reçus. Donc c'était ici alors? Voilà, là. C'était là, et il y avait, ils les ont fait monter sur une marche, parce qu'il y avait des impacts de balles pas très hauts. Jusque là. Côté gauche alors? Partout. Partout? Jusque là au-dessus. Surtout côté gauche. Voilà, je suis désolé, vraiment. J'ai expliqué pourquoi ça avait été retiré. Bah, c'est Frédéric, et quand il est arrivé là en 76, il a dit, quand la première fois qu'il a trouvé un maçon, Tu m'avais dit que ça le... Ouais, il a dit, vous enlevez les briques et vous remettez des briques neuves à la place. Ouais, vous m'aviez dit que ça lui serrait un peu le cœur aussi Oui, de bien voir sûr, ça. parce que ça le mettait très mal à l'aise. Malheureusement. Oui, bah oui, j'imagine. Mais il a pas, on n'a pas pensé... Le souvenir de ces traces subsiste dans la mémoire de Louis Couvet, qui est venu habiter la ferme avec ses parents en 1944. Il avait été aligné avec tous les prisonniers. Et heureusement qu'il est mieux. Ils arrivaient à un Boche
craser, quoi. Et qu'à faire tirer les Français. Parce que les autres, les prisonniers anglais, c'était les Anglais, ils ont été fusillés sur place, dans la ferme. Et devant je crois que les portes de la maison, elles sont encore restées avec les balles dans la porte. Oui, ils sont encore, hein. Ils n'ont pas changé les portes, ils sont encore restés dedans. Louis ne sait pas que les portes et les briques ont été changées depuis. Il ne pense pas désormais que tout a été modifié pour effacer ses traces comme on effacerait l'histoire d'un revers de manche. Mais le souvenir reste. Aujourd'hui, seuls quelques impacts demeurent présents sur les grès des fondations, trop compliqués à remplacer. Michel témoigne. Après nous avoir libérés de notre position au pignon de la maison, les Boches nous donnent l'ordre de passer par l'autre façade. En arrivant à hauteur du perron, 2 Boches se jettent sur moi en criant, en français. « D'où sort ce gosse-là » Ils s'emparent de moi, ouvrent la barrière du jardin et s'engagent vers le fond. Stupéfaits, mes parents s'élancent derrière et parviennent à me libérer. Fou de rage, l'un des 2 sort son revolver et se dirigeant vers notre chien, il l'abat de 13 balles. La bataille était terminée. Et pourtant, la barbarie est allée jusqu'au bout pour les Leroy et les habitants de Beaumont. On ose imaginer à quel point le traumatisme fut lourd à porter, même après tant d'années. Les Allemands ramassent 16 des leurs, qui sont retrouvés sans vie sur le terrain. En tout cas, c'est ce qu'on aura comme seule information sur leur perte. Les blessés sont emmenés à la ferme de Beauvais sur la route qui mène au Haillon. Les corps des Alliés, quant à eux, sont abandonnés à leur sort, sans personne. Peu d'informations sont connues en ce qui concerne les unités allemandes engagées dans ce combat. La seule chose que l'on peut affirmer et qui est la seule piste plausible est que les premiers affrontements sont assumés par le 8e bataillon de reconnaissance blindé allemand. Pendant l'affrontement, les renforts qui parviennent à faire pencher la balance en faveur de l'ennemi proviennent d'un des 2 groupes créés par le général Lemelsen, qu'il a nommé respectivement le groupe Degener et le groupe Hard. C'est le groupe Degener qui renforça le bataillon de reconnaissance sur Beaumont. Il était constitué d'un bataillon d'infanterie motorisée, d'un bataillon d'artillerie, d'un bataillon de chars et d'éléments du génie. Le groupe Hard, quant à lui, avança progressivement sur Bosse-le-Hard, par où les couvets tentent de fuir. Tandis que dans le bourg de Roquemont, les blindés allemands du groupe Degener tentent une percée, la résistance alliée est moins forte. 2 Britanniques sont tués près du carrefour central, en tentant de ralentir l'attaque. Le reste se replie tant bien que mal à travers champs et herbages. En plus de cela, les Allemands se dirigeant désormais communément sur Bosse-le-Hard prennent des otages civils et militaires pour couvrir leur avancée jusqu'en soirée. Le rouleau compresseur est passé sur Roquemont et ses alentours, mais que reste-t-il si ce n'est désolation et tristesse ? Il reste malheureusement les dépouilles de 31 soldats britanniques et de 5 soldats français dont on avait parlé au début du reportage. Des Écossais et des Anglais, de tous horizons et de tout régiment, que l'on va devoir inhumer à la force des bras, et avec l'état de choc que l'on imagine bien présent. C'est le père de Michel qui procède aux enterrements avec l'aide des ouvriers de la ferme et des voisins. En état de traumatisme profond, la famille était partie le soir de la bataille en Exode, mais avait été arrêtée à Ernemont-sur-Buchy, dans une grange. C'est donc le 10 que les 10 soldats massacrés au pied des marches sont enveloppés dans des couvertures. Il en est de même pour tous les camarades qu'on retrouve ça et là. On les enterre dans le cimetière de Beaumont, où se trouvait jadis l'église Saint-Clair et Saint-Arnoux, depuis longtemps en ruine et disparue dans les années 1930. Les couvets aussi étaient partis en exode en direction de Bosse-le-Hard. Ils sont contraints à faire demi-tour. Oui, parce que avant qu'ils arrivent, on avait évacué, comme c'était la mode, on a été bombardé de l'ouragan. Et on a été jusqu'à Bosse-le-Hard, puis on a fait le demi-tour. Les troupes allemandes qui arrivaient, ils nous faisaient, parce qu'on était avec une caravane à cheval, avec un cheval,
avec une bosse. On était 11 dans la voiture. On était 8 enfants, puis les parents, puis une grand-mère. Nous, on n'a pas vu les militaires français ou anglais. On n'a pas vu. On a simplement vu l'armée allemande. Oui, ils nous faisaient garer pour que les troupes y passent, quoi. De ce côté-là, on n'a pas été mal. Mais tout le monde n'a pas été comme nous. Il y a eu des gens qui ont eu des mauvaises rencontres, quoi. On n'a pas eu on n'a pas été mitraillés, rien. Ça a été. On a couché 2 nuits dans des étangs. Il n'y avait pas de douche, il n'y avait rien. À Boston, oui. Des gens qui partaient, qui faisaient comme nous, qui laissaient leur ferme, et puis. C'est ça, hein, la guerre. On laisse tout, hein, on s'en va, on ne ferme même pas les portes. Le 12, alors que les Leroy arpentent leur terre, le père de Michel et Maurice entend un gémissement provenant d'une haie voisine de la ferme Roussel. Ce qu'ils y découvrent est terrible. Un soldat écossais du nom d'Alex, grièvement blessé au dos, et qui agonise depuis pratiquement 3 jours. Ils le sortent de là avec d'infimes précautions vu la gravité de ses blessures, et le ramènent au manoir alors que les Allemands occupent l'aile gauche. Il est soigné par la famille et est caché au nez et à la barbe des Allemands. Il dort avec Michel à l'étage dans sa chambre, mais, un matin d'octobre, un nouveau coup de massue est porté lorsqu'après une dénonciation, les Allemands font irruption dans la chambre pour l'extirper violemment de son lit. Ils le traînent et il n'a que le temps d'enfiler un pantalon. On ne le reverra pas. Ce n'est qu'après la guerre qu'Alex prendra contact avec les instituteurs de Roquemont, monsieur et madame Wallet, qui avaient servi d'interprètes pendant son séjour à Beaumont. Ils lui rendirent visite en Écosse, à la Pointe-Nord où il était facteur. Quant aux Leroy, ils étaient désormais soulagés que tous ces risques pris furent enfin récompensés. Beaumont eut à subir de nouveau les ravages de la guerre à l'été 1944, où les troupes allemandes avaient construit une base de lancement de V1 au Petit Parc. Les bombardements causèrent de lourds dommages sur les habitations alentours et les terres des Couvets qui avaient repris la ferme au Leroy dès la fin 1944. Comptaient plus ou moins 100 cratères de bombes qu'il fallut reboucher à la main. Restaient encore les débris de la bataille de juin qui jonchaient le sol de la ferme et qu'on retrouvait régulièrement, parfois de l'explosif qu'il fallait faire retirer par les démineurs. Il y a encore quelques années, on retrouva dans la mare au centre du hameau, face au monument, des obus, munitions et des restes d'équipements individuels conservés par la vase. Et plus récemment, en 2022, où au hasard d'une balade, on découvrait dans un bosquet de Beaumont le contenu de camions britanniques déversés par les Allemands après l'affrontement. Légende urbaine croyait-on, mais qui pourtant est bien vraie. Effets personnels, fer de botte, couverts, gamelles, bouteilles, conserves et rasoirs sont ces objets qui ont illustré ce reportage et qui sont désormais les dernières traces sur les lieux de ces soldats émérites. Après la guerre, les corps des Britanniques et des Français sont exhumés puis transférés au cimetière militaire de Saint-Valery-en-Caux. Désormais, ils reposent côte à côte au milieu d'un écrin de verdure, dans ce cimetière paisible de Normandie. Tâchons une fois de plus d'honorer leur mémoire et de ne pas les oublier, eux, ces jeunes venus défendre un pays qui était, ou non, le leur. Tâchons de respecter leur mémoire et de transmettre aux générations futures le souvenir de leur sacrifice et de leur bravoure.